Bonjour, bonjour dans la salle, bonjour aussi les internautes qui nous regardent sur YouTube. J'espère que vous avez bien mangé, ça se passe bien pour l'instant? Ouais. Voilà, on dit que ventre affamé n'a pas d'oreille, donc j'espère que vous avez bien mangé pour pouvoir écouter. Donc je vais vous parler d'anonymisation des données. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Jérôme Ménaud, je suis architecte logiciel chez Ypon Technologies. Je suis aussi manager technique, il y a mon handle Twitter. Et Ypon, en fait, on a un stand juste à côté. Hier, il y avait de la bière pour ceux qui ont pensé à passer. Et voilà, on propose plein de choses et on recrute. Avant toute chose, oui, un petit disclaimer seulement, je ne suis pas un expert en sécurité, je suis juste un développeur qui a une sensibilité aux aspects, notamment l'anonymisation. Voilà, et en fait, en gros, si vous avez deux phrases à retenir de Stalk, c'est anonymiser vos données quand vous pouvez, et anonymiser si c'est difficile à faire. Alors on va quand même voir de quoi on parle. L'anonymisation, bon, ça paraît simple, c'est un mot du langage courant. C'est une opération qui consiste en fait à transformer les données personnelles de façon à ne plus permettre l'identification de cette personne. Et c'est une transformation qui doit être irréversible. Donc ceux qui parlent de désanonymiser, c'est qu'ils n'ont jamais anonymisé en fait. Et elle doit être irréversible de façon directe ou indirecte. Et ça, c'est en fait une définition qui vient de la CNIL, hein. C'est pas moi qui l'ai écrite. Si elle est irréversible, en fait, on va parler de pseudonymisation et parfois on va utiliser ça. Donc après, je parlerai un peu plus d'anonymat ou de pseudonymat de façon un peu quelconque. C'est juste, il y en a un qui est réversible et l'autre qui ne l'est pas. On a dit qu'on masquait les données personnelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Il y a une définition de la CNIL qui est toute information qui identifie directement ou indirectement une personne physique. Donc ça peut être son nom, ça c'est classique, ça peut être un numéro d'immatriculation, un numéro de téléphone, ça peut être aussi une photographie, une date de naissance par exemple, c'est une donnée personnelle, faut pas l'oublier. Ça peut être la commune de résidence ou les empreintes digitales. Ça c'est la liste qui est définie par la CNIL à cet endroit-là, et en fait on peut inclure aussi d'autres choses comme les adresses IP, mais aussi les cookies de connexion ou les cookies de tracing. Ça fait partie des données personnelles. Et tout ce qui permet en fait de rattacher à quelqu'un. Et ces données, bon, souvent quand on les stocke, on en a souvent dans nos applications, on va faire des traitements dessus. Et ça, les traitements qui sont faits, en fait, c'est la définition de la CNIL, c'est si on fait tout ça, c'est-à-dire des collègues, de l'enregistrement, de l'organisation, de la conservation, de l'adaptation. En fait, en gros, si vous avez développé une application et que vous avez un utilisateur dedans, vous avez des données personnelles et vous avez fait du traitement de données à caractère personnel. Bon, ensuite, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi anonymiser? Parce que c'est vrai, hein, pourquoi on va faire ça? Ça marcherait bien si on stocke nos données classiquement. Alors, il y a plusieurs raisons, et la première, c'est de protéger les données. Alors, qu'est-ce qui va quand ça? Par exemple, quand vous voulez sortir un jeu de données hors production. Donc, vous avez envie d'avoir un jeu de test, par exemple, ou un jeu de développement qui soit identique, enfin similaire à la production. C'est difficile de faire du similaire, donc on va prendre de l'identique parce que comme les utilisateurs ils sont toujours plus originaux que ce que vous pourrez penser, on prend du vrai. Par contre, c'est embêtant parce que c'est des vraies données, donc il y a des vrais noms de gens. Et puis, vous n'avez pas forcément envie que tous les développeurs qui ont accès, y compris vos prestataires qui viennent pendant 15 jours, aient accès à ces données-là parce que c'est des données sensibles. Donc, vous allez vouloir créer un jeu, mais dont les données sont en fait anonymisées. Il peut y avoir la même chose pour tous les exports, pour des statistiques et autres, que ce soit parce que c'est des fichiers que vous allez peut-être éventuellement diffuser assez largement et qui vont permettre de faire des calculs, et toutes les données qui ne sont pas indispensables pour vos calculs statistiques en fait n'ont pas à être là. Donc on va typiquement anonymiser dans ces cas-là. Dans certains cas, ça peut être aussi pour protéger les données de production elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va, alors dans ces cas-là, on ne va pas faire de l'anonymisation vraiment, on va faire de la pseudonymisation plutôt. Mais l'idée, c'est si jamais quelqu'un arrive à atteindre ma base de données et à me voler mes données, moi je ne veux pas que les cartes bancaires de mes utilisateurs elles soient accessibles quand même. Ou je ne veux pas que les mots de passe, typiquement, c'est une donnée qui est sensible et qu'on ne va pas vouloir regarder en clair. Voilà, donc l'idée, ça va être de réduire la surface d'attaque.
Et dans ces cas-là, on va soit chiffrer la donnée, enfin soit trouver un mécanisme de pseudonymisation, puisqu'on va vouloir pouvoir faire marche arrière, mais ou autre. Et voilà, en fait, l'anonymisation, c'est un outil parmi plusieurs autres pour protéger les données. Si vous mettez votre base en accès libre sur mot de passe, vous pouvez anonymiser, pseudonymiser, c'est pas forcément terrible non plus. Il faudra le faire, mais l'anonymisation, ça renforce en fait la sécurité. Notre raison, ça va être de sortir de la zone d'humiliation. En fait, en gros, c'est si vous faites voler vos données, c'est mieux que si ça a été si c'est pseudonymisé et que c'est pas réversible facilement. L'attaquant, il ne pourra pas exploiter les données. Si vous avez des trucs faciles à exploiter, ça ne sera pas terrible. Une autre raison, ça peut être de répondre aux contraintes réglementaires. Alors les contraintes réglementaires, on connaît la CNIL, on sait qu'il y a des contraintes. Par exemple, certains bases de données doivent en fait effacer les données nominatives au bout d'un certain temps. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, par contre, on a le droit de garder les données si elles sont vraiment anonymes. Mais par contre, pour le coup, c'est vraiment de l'anonymat, pas du pseudonyme. Et puis, on a la GDPR, ou la General Data Protection Regulation, qui arrive. Alors, je ne sais pas, qui connaît, qui a entendu parler de la GDPR dans la salle? Il y a quand même quelques bras. Vous étiez voir les No Limit Sécu la dernière fois, hier? Non. La GDPR, c'est un règlement européen. Donc un règlement, c'est-à-dire que ce n'est pas une directive, ce n'est pas quelque chose qui sera transposé dans les droits nationaux, mais c'est un règlement qui s'applique à tout le monde à l'identique. Donc ça, ce qui est bien, c'est la même règle partout en Europe. Et elle est applicable au 25 mai 2018. Donc jusqu'au 24 mai, c'est bon, vous êtes tranquille. Et puis au 25, il faut que vous soyez conforme. Et elle apporte beaucoup, beaucoup de contraintes. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps de ce règlement, mais en fait, les trucs qui vont nous intéresser, c'est notamment, il faut que les données à caractère nominatif soient protégées par conception. On parle de privacy by design. Et les systèmes doivent être sécurisés par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, vous devez sécuriser. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, mais c'était en plus quoi, la sécurisation ». Et à ça, il y a des amendes qui sont assez importantes, puisque ça peut s'élever à 4% du chiffre d'affaires mondial. Et on parle du chiffre d'affaires, pas du bénéfice. Et 20 millions d'euros, en fait, on prend la tranche la plus haute des deux. Donc ça, c'est dans les cas les plus graves, mais ça peut aller jusque-là. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir respecter, quoi. Donc ce que je disais, anonymiser, c'est dur. Parce qu'en fait, on peut se dire, ouais, je fais mon truc, j'efface ces données, c'est facile. Alors il y a un piège, en fait, classique, c'est... je donne un exemple un peu bidon. Donc, imaginez qu'aux recruteurs, on leur fournit des fichiers, un service, je vous fournis un fichier, mais tous les noms des gens ont été remplacés et toutes les informations pour les retrouver ont été remplacées par des empreintes cryptographiques. Donc, une empreinte cryptographique, vous ne pouvez pas l'inverser. Et donc, les gens, en fait, ils payent pour avoir la ligne qui les intéresse. Ils ont le reste des données, et puis ils payent pour avoir la ligne qui les intéresse. Alors ça, effectivement... on va dire, empreinte cryptographique, c'est une fonction à sens unique, donc je ne peux pas, à partir de l'empreinte, retrouver la valeur initiale. Sauf que si, par contre, je veux vérifier dans le fichier que Jérôme Ménaud est présent, j'ai qu'à recalculer l'empreinte de la personne que je cherche, et je vais la retrouver. Et donc, éventuellement, je vais pouvoir retrouver toutes les informations d'une personne. Et c'est pour ça que les empreintes, il faudra s'en méfier quand on anonymise, ou qu'on pseudonymise, parce que c'est des pseudonymes qui peuvent être éventuellement inversés, alors pas globalement, mais pour de la recherche unitaire. Il y a d'autres cas de réidentification, donc ça c'est un vrai cas qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai reçu un mail d'un recruteur qui me dit « Ouais, j'ai un super poste à vous proposer, mais je ne vous dis pas où c'est, parce que si vous saviez dans quelle boîte je vous propose le poste, vous risquez. Ce serait pro. » Mais par contre, dans les arguments, il y avait deux éléments. On vient de gagner un prix d'innovation au salon Big Data à Paris, et puis un QB depuis peu par Scientipol. Avec ces deux informations, vous retrouvez le nom. Il faut chercher un peu, mais voilà. Donc en fait, c'est censé être anonyme, mais ça ne l'est pas vraiment parce que vous avez des données qui vous trahissent. C'est un peu, les recruteurs, ils aiment bien jouer à cache-cache comme ça. Je ne sais pas pourquoi.
Où il y a eu une étude aussi qui a été faite aux États-Unis, en fait, qui montrait que avec juste le sexe, la date de naissance et puis la commune d'habitation, elle retrouvait à peu près 87% de la population américaine. Juste avec ces informations-là. C'est-à-dire pas beaucoup de choses. Hein. On ne dit pas l'adresse, hein, c'est la commune. La commune, la date de naissance et le sexe. Et en fait, elle l'avait fait en recroisant un fichier hospitalier qui était anonymisé, mais où il y avait la date de naissance, parce que l'âge c'est important. Il y avait le sexe, parce que c'est une information qui peut être importante. Et puis il y avait la commune. Et elle a recoupé ça avec un fichier, parce que là-bas, apparemment, les listes électorales où les gens sont nommés et où il y a leur adresse, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les acheter pour 20 $. Et avec ça, ils ont pu retrouver le nom. Il y a eu un autre cas aussi, Netflix récemment, enfin non pas récemment, il y a quelques années, ils avaient lancé un grand jeu pour faire de la data science, ils avaient publié un fichier avec des consommations de leurs clients qui étaient anonymisées, il n'y avait pas de souci, c'était un numéro qui remplaçait tous les noms, on ne pouvait pas l'inverser en tant que tel. Sauf qu'il y a des chercheurs qui ont pris ça, qui ont croisé la liste, en fait, la liste des films vus par chaque individu avec la liste des films vus par des individus nommés sur IMDb et qui avaient mis des notes. Et avec ça, ils ont retrouvé une partie des informations, et à peu près dans les 70%, quelque chose comme ça. C'est pas rien. Et d'ailleurs, ça leur a valu des problèmes juridiques, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été contents. Et ils avaient fait ça, enfin, ils n'avaient pas fait ça à mal, hein, c'est juste, en fait, on retrouve l'information avec peu de choses. Et d'ailleurs, le fait de recouper l'information pour retrouver, ben, en fait, c'est ce qu'on fait souvent avec le big data, puis c'est ce qu'on a appris à faire quand on était petit. Tout le monde qui y a joué? Tout le monde? Voilà, on sait qu'en recoupant l'information, on trouve la personne. Mais bon, parfois, il n'en suffit pas de beaucoup. Et il me reste très très peu de temps pour parler des techniques d'anonymisation. Quelques propriétés, en fait, on aime conserver le type, le format ou éventuellement l'unicité du pseudonyme. En fait, c'est des propriétés pour savoir si vous pouvez les réinsérer dans la même donnée ou avec les mêmes contraintes d'intégrité. Et puis pour l'unicité du pseudonyme, en fait, ça va être de permettre de faire du recoupement. En fait, si vous fournissez toujours le même pseudonyme en fait pour une donnée initiale et que vous les réutilisez pas, c'est-à-dire que des individus différents n'ont pas le même pseudonyme, vous allez pouvoir faire des recoupements. Ce qui va être pratique si vous faites de l'anonymisation pour faire du croisement de données derrière, mais anonymisé. Et ça, voilà, ça dépend des techniques. Alors il y a une technique, c'est la suppression, c'est bête, hein, on met une colonne à nul. Si on extrait un fichier, ben, on n'extrait pas la donnée en question. C'est pas récupérable à part par les recroisements, mais ça ne rentre pas toujours dans les cas. Si vous avez une colonne qui ne peut pas être annulée, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez la mise en blanc qui va un peu mieux respecter les formats. Donc ça, c'est un peu classique. La troncature, elle est intéressante. Alors, ça, on peut imaginer mettre les premières lettres d'un nom, par exemple, mais surtout, ça va être intéressant pour tout ce qui est coordonnées, date. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de donner la coordonnée GPS précise, mais une zone dans laquelle la personne est. Et plus vous serez large, alors moins ça sera exploitable, mais plus vous anonymiserez, moins le recoupement sera facile. Pareil, au lieu de mettre la date de naissance, si vous avez que l'année ou que l'âge, c'est déjà une information qui est plus difficile à exploiter pour recouper. Voilà. Par contre, même avec les initiales, faire attention parce que si je dis LHO à Sydney JFK en 1963, je pense que vous savez de qui je parle. La substitution qui est en fait un peu le plus efficace, c'est on va tirer au sort dans un dictionnaire. Alors un dictionnaire, vous pouvez le fabriquer ou vous pouvez le reprendre à partir des données qui existent et que vous réutilisez, mais vous les remélanger, quoi. Et puis après, vous pouvez soit tirer les valeurs une seule fois pour avoir l'unicité du pseudonyme, et puis vous pouvez le remettre. Enfin, vous pouvez faire toutes les propriétés qui étaient vues précédemment, vous pouvez les avoir ou ne pas les avoir en fonction de comment vous tirez au sort. Et c'est assez puissant. C'est peut-être la méthode la plus efficace. Après, il y a le chiffrement, c'est une forme de pseudonymisation, jusqu'à ce que vous perdiez la clé. Mais il faut faire attention, notamment si on veut faire si on veut faire du recoupement. Vous êtes utilisé des modes opératoires comme ECB qui sont vraiment déconseillés parce que justement ils permettent le recoupement. Et voilà, donc c'est pas forcément le plus facile à utiliser. Et puis sur le hachage, faut faire attention, donc ce que j'ai dit tout à l'heure.
En utilisant les algorithmes avec du HMAC, vous pouvez mettre un secret dedans qui permet d'éviter au moins que les gens puissent l'exploiter, parce qu'ils ne sont pas capables de récalculer l'empreinte sans ce calcul-là. Je connais des gens qui stockent des cartes bancaires comme ça pour les protéger. Voilà, mon temps a expiré, mais il faut faire attention au cas des mots de passe, qui est un cas un peu particulier. En fait, où c'est un pseudonyme, mais il faut prendre des algos adaptés, faire vraiment très attention avec les mots de passe. Merci. Et puis pour les questions, ce sera dehors.